Un meeting pour soutenir la candidate démocrate au poste de gouverneur du Wisconsin. C'est l'une des rares apparitions de Barack Obama dans la campagne des élections de mi-mandat. Une campagne où les républicains entendent bien exploiter la cote de popularité en berne du président. Le candidat d'Obama pour le Sénat dans le Kansas, Greg Orman. Voter pour Greg Orman, c'est voter pour la politique d'Obama. En plus de nombreux gouverneurs, les Américains vont renouveler une bonne partie du Congrès. Intervenant alors que le président s'apprête à entamer ses 2 dernières années à la Maison-Blanche, ces élections risquent de se transformer en référendum sur son action. Je pense que cette année, les grandes problématiques restent assez floues. C'est vraiment l'économie qui reste la préoccupation principale des électeurs. Les débats portent surtout sur le président Obama lui-même, si oui ou non son administration s'est révélée efficace. Et les républicains essaient de transformer cette question en une sorte de référendum. Actuellement en rénovation, le Congrès des États-Unis pourrait donc changer de couleur politique. Si la Chambre des représentants devrait rester républicaine, le Sénat, lui, pourrait basculer et les démocrates pourraient y perdre la majorité. Vous avez tous vu les sondages, n'est-ce pas? Ignorez-les. Le seul sondage qui compte, c'est le jour de l'élection. Un Congrès entièrement contrôlé par ses adversaires républicains compliquerait la vie de Barack Obama au quotidien. Mais selon les experts, il ne faut pas s'attendre à un changement radical. Les majorités républicaines à la Chambre et éventuellement au Sénat ne seront pas énormes. Donc ils ne pourront pas annuler un veto présidentiel ou forcer les démocrates à faire passer des lois. Donc les changements dans la manière dont ce pays est gouverné ne seront pas énormes. Reste une autre possibilité, celle d'un Sénat où chaque parti aurait 50 sièges. Dans ce scénario, le vice-président Joe Biden aura le dernier mot sur chaque vote, de quoi faire parler de lui ces 2 prochaines années s'il décidait de briguer une candidature à la Maison-Blanche en 2016. Tonight, we shook up the Senate. Raz-de-marée de la droite aux élections de mi-mandat américaines. Les républicains se sont emparés de la majorité au Sénat et conservent le contrôle dans la Chambre des représentants. Ils scellent ainsi leur mainmise sur le Congrès et réduisent le champ d'action du président Barack Obama pour ses 2 dernières années de mandat. Les premières élections de mi-mandat d'Obama ont été tellement mauvaises en 2010 que les républicains avaient déjà moissonné certains États. Et avec la situation dans le pays, on n'imaginait pas qu'ils pourraient vraiment étendre leur présence au-delà de ça. Mais pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Les républicains ont réussi un hold-up en arrachant les 6 sièges nécessaires pour prendre le contrôle du Sénat, dominé par les démocrates depuis 2006. Leur victoire s'est principalement dessinée dans le Colorado, l'Arkansas ou encore l'Iowa, où les candidats républicains ont fait tomber des sénateurs démocrates sortants. C'est désormais Mitch McConnell, réélu dans le Kentucky, qui va incarner l'opposition au président Obama. On ne peut pas faire confiance au gouvernement pour les tâches les plus simples, car il est trop occupé avec des choses qui n'ont aucune importance. Une déroute pour les démocrates qui illustre la défiance des Américains envers la politique économique du président. Car 6 ans après son élection triomphale à la Maison-Blanche, Obama doit maintenant composer avec la plus large majorité républicaine au Congrès depuis des décennies. La situation politique de notre pays va passer d'un blocage politique où rien ne pouvait se décider à plus de confrontation et d'engagement. Politique étrangère, immigration, santé, autant de dossiers qui devraient désormais cristalliser les tensions entre le Congrès et la Maison-Blanche. Et même si l'échéance peut sembler lointaine, tous les yeux sont désormais braqués vers les primaires pour l'élection présidentielle de 2016. Barack Obama, bon joueur dans la défaite. J'ai hâte de travailler avec le nouveau Congrès pour que les 2 prochaines années soient aussi productives que possible. Après la victoire éclatante des républicains aux élections de mi-mandat, le président américain se retrouve pourtant en position inconfortable. 6 ans après sa première élection et le fameux Yes Weekend, sa popularité est en berne, minée par une série de scandales comme celui des écoutes de la NSA ou sa gestion de l'épidémie Ebola aux États-Unis. Et si sa réforme du système de santé a convaincu certains Américains,
nombre d'entre eux restent sceptiques sur la reprise économique vantée par le président. Je pense qu'il y a beaucoup d'appréhension quant au fait de savoir si oui ou non cette reprise économique va se confirmer. Barack Obama va maintenant devoir composer avec des républicains très critiques, y compris sur sa politique étrangère. Source de tension notamment, la stratégie de guerre contre le groupe État islamique et le programme nucléaire de Téhéran, contre qui les républicains réclament de nouvelles sanctions. Mais s'il leur a tendu la main au lendemain de sa défaite, Obama n'a pas caché sa détermination à agir sur un dossier brûlant, l'immigration. Avant la fin de l'année, nous allons prendre les mesures légalement à notre disposition pour améliorer le fonctionnement de notre système d'immigration, ce qui nous permettra de mobiliser plus de ressources à la frontière, où l'immense majorité des Américains expriment des inquiétudes. Mobiliser plus de ressources et éventuellement régulariser une partie des 11 millions de sans-papiers installés aux États-Unis. Une perspective qui fait hurler les républicains. Ce serait une grave erreur pour le président de faire des choses unilatéralement sur l'immigration. C'est un dossier sur lequel la plupart des républicains veulent avoir leur mot à dire. Ce serait comme agiter un drapeau rouge devant un taureau. Les points d'accord s'annoncent donc d'ores et déjà limités entre le président et le Congrès. Cette cohabitation à l'américaine pourrait donc avoir un effet inattendu, pousser Barack Obama à utiliser plus largement son pouvoir exécutif en agissant par décret. La police mexicaine a arrêté mardi l'ex-maire d'Iguala, José Luis Abarca, et son épouse, instigateurs présumés des attaques de fin septembre, à l'issue desquelles 43 étudiants ont disparu. Une affaire qui bouleverse le Mexique et met en difficulté son président. Après plus d'un mois, la cavale a pris fin dans une modeste maison du quartier populaire d'Iztapalapa, à l'est de Mexico. José Luis Abarca et son épouse, Maria de Los Angeles Pineda, étaient les fugitifs les plus recherchés du Mexique depuis les événements du 26 septembre à Iguala, ville située dans l'état de Guerrero, à 200 km au sud de Mexico. Je tiens à réitérer toute ma reconnaissance à toutes les institutions de sécurité de l'État mexicain pour l'arrestation de celui qui était le maire d'Iguala et son épouse, qui, conformément à la loi, sont signalés responsables des événements de Guerrero. Je souhaite que cette arrestation contribue de manière décisive à la clarification de l'enquête en cours du bureau du procureur général de la République. Le 26 septembre dernier, des policiers municipaux et des membres du groupe criminel de Guerrero Unidos avaient attaqué avec des armes à feu des cars dont s'étaient emparés des étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa, allés à Iguala pour, selon leur dire, recueillir des fonds. Cette attaque avait fait 6 morts et 25 blessés et 43 étudiants étaient portés disparus. Selon les autorités, l'ordre de l'attaque contre les étudiants a été donné par José Luis Abarca, de crainte que les élèves enseignants ne soient allés à Iguala pour empêcher le déroulement d'un événement public organisé ce jour-là par son épouse. Mais jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé des traces des jeunes disparus, en dépit d'une vaste opération de recherche dans l'état de Guerrero, où une douzaine de fosses clandestines, contenant au moins 38 corps non identifiés, ont été découvertes. Certaines des 56 personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire, dont le chef présumé des Guerrero Unidos, ont affirmé que les 43 disparus avaient été ensuite assassinés et enterrés. Quelques 250 étudiants ont symboliquement fermé jeudi le siège du ministère public à Mexico pour demander le retour en vie des 43 étudiants disparus à Iguala depuis plus d'un mois. Alors que le président avait prévu initialement un déplacement du 7 au 17 novembre, cette visite se déroulera finalement du 9 au 15 novembre selon le Sénat mexicain. Jeudi, l'ONG Human Rights Watch a estimé que la situation des droits de l'homme au Mexique était critique.
La règle au Mexique est l'impunité et le cas d'Iguala est d'une gravité extrême, mais c'est le symptôme de la crise profonde que connaît le Mexique en matière de droits de l'homme, a dit lors d'une conférence de presse le directeur de cette ONG pour les Amériques. Il a regretté la réaction tardive du gouvernement mexicain devant la disparition des étudiants. L'ONG internationale basée à New York a également dénoncé que les autorités judiciaires fédérales n'aient pris en main l'enquête que 9 jours après les attaques contre les étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa. Mercredi, des dizaines de milliers de manifestants avaient défilé à Mexico pour exiger du gouvernement un dénouement rapide de l'affaire qui prend la tournure d'une crise de confiance envers le président Enrique Peña Nieto. La France et le Canada en front commun contre le terrorisme. Le président français et le chef du gouvernement canadien ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la lutte pour l'éradication du terrorisme, en particulier sur le territoire irakien. Précisons que les deux pays y mènent des frappes aériennes au sein de la coalition conduite par les États-Unis. Des frappes nécessaires selon le président français. Elles sont nécessaires parce qu'elles infligent des pertes à l'État islamique, ce qu'on appelle Daesh. Elles sont nécessaires parce qu'elles sont aussi un appui moral pour les populations qui sont victimes des comportements de Daesh. Mais ces frappes ne peuvent pas être suffisantes, elles doivent être accompagnées de mouvements au sol. Et en Irak, c'est à l'armée irakienne et au Peshmerga du Kurdistan irakien de faire en sorte que les territoires puissent être reconquis. Le président Hollande a par ailleurs invité le Canada, qui est l'hôte d'une conférence sur le climat prévue l'an prochain à Paris, à être pleinement engagé dans le combat contre le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. François Hollande a par ailleurs adressé la solidarité de la France au peuple canadien. Il s'est recueilli devant le monument aux morts où, le 22 octobre dernier, un militaire en faction avait été abattu. L'attentat a eu lieu juste après une cérémonie à Wagah, principale poste frontalière entre l'Inde et le Pakistan, située à la sortie de Lahore, la capitale de la province du Pendjab, la plus peuplée du Pakistan, mais généralement épargnée par les violences. Chaque jour, des milliers de Pakistanais et d'Indiens se rendent de leurs côtés respectifs de la frontière afin d'assister à des célébrations hautes en couleurs avec force musique et mini-défilés militaires, marquant ainsi la rivalité entre les deux puissances nucléaires rivales. Mais alors que la foule commençait à rentrer chez elle après la cérémonie, une forte explosion a retenti côté pakistanais, selon Amin Wayne, chef de la police de Lahore. L'attentat a fait 55 morts, incluant des femmes et des enfants, et 120 blessés, d'après Mushtaq, chef de la police du Pendjab. C'est l'attentat le plus meurtrier commis au Pakistan depuis celui contre une église de Peshawar, ayant causé la mort de 80 personnes en septembre 2013. Le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, dont Lahore est le fief politique, a vivement condamné cette attaque et ordonné l'ouverture d'une enquête exhaustive par la police.